Good food, good life. C'est le slogan de Nestlé. Mais le géant agroalimentaire basé à Vevey tient-il réellement ses promesses? On en discute dans Mon œil. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damian Vega et aujourd'hui on va parler des manœuvres de Nestlé pour pouvoir continuer à vendre ses produits, même s'ils sont mauvais pour la santé. C'est notamment le cas au Mexique où la malbouffe est un véritable fléau. Et pour ce faire, la multinationale peut s'appuyer sur un solide réseau d'influence et même les autorités suisses. C'est en tout cas ce que démontre une enquête menée par Laurent Gabrel. Bonjour. Bonjour. Laurent, tu es responsable agriculture et alimentation chez Public Eye et tu as mené cette enquête sur le lobbying exercé par Nestlé en Suisse. D'abord, j'aimerais revenir sur le slogan que j'ai évoqué au début, Good Food, Good Life, bonne nourriture, bonne vie. Tu y crois, toi, aux intentions portées dans ce slogan? C'est clairement un slogan, un coup de com', un coup de marketing. Ils ont bien compris que les attentes des consommateurs, elles avaient évolué, notamment sur les questions de santé liées à l'alimentation. Après, quand on regarde un peu plus de près, le modèle d'affaires de Nestlé, il reste très problématique. Et c'est pas nous qui le disons. L'année dernière, en 2021, il y a eu un document interne de l'entreprise, un document qui était rédigé à l'intention des cadres dirigeants de Nestlé, qui a été divulgué dans le public et dans laquelle l'entreprise elle-même reconnaissait que 60% de ses produits sont mauvais pour la santé et qu'une bonne partie de ces produits ne seront jamais sains. On sait notamment que le surpoids et l'obésité, ça fait des ravages en Suisse et dans de nombreux pays. Comment est-ce qu'un groupe comme Nestlé peut s'adapter à ces impératifs de santé publique qui commencent à émerger de plus en plus? Alors d'un côté, effectivement, ils soignent leur image, c'est clair, on le voit avec ce slogan et puis avec toute la com qui va derrière. Mais en coulisses, ce qu'on voit, quand on s'intéresse de plus près aux pratiques du groupe, c'est qu'ils traînent les pieds en termes ils en font le moins possible en termes de reformulation des produits. Donc il y a toute disons un mouvement pour reformuler les produits afin de réduire les taux de sucre, de sel, de matières grasses, etc. Là, on voit que le niveau d'ambition, il est vraiment minime chez Nestlé. Et puis d'autre part, en coulisses, Nestlé vraiment tente de bloquer toute nouvelle réglementation qui viserait soit à informer les consommateurs d'une manière plus claire et transparente, soit à renforcer les contrôles sur les produits. Donc on traîne des pieds sur la reformulation et puis on s'oppose à toute réglementation plus stricte. Ok, c'est cette double stratégie qui est mise en place par l'entreprise. On va très vite s'intéresser à l'enquête que tu as menée, du coup, que tu as co-menée au Mexique, plus précisément. Et en guise de teaser, j'ai un document très intéressant, c'est la réaction de Paulina Magaña, qui est une experte en santé alimentaire à Poder del Consumidor, dans mon meilleur espagnol. En gros, c'est une organisation de défense des consommateurs, mais au Mexique. On va tout de suite regarder ce document pour se mettre un peu l'eau à la bouche. L'enquête de Public Eye est très importante. Elle montre les conflits d'intérêts qui existent au sein des gouvernements et comment l'industrie agroalimentaire tente de s'opposer aux politiques de lutte contre l'obésité qui nuisent à ses propres intérêts économiques. C'est pas la première fois que ça arrive au Mexique. L'industrie a très souvent tenté de bloquer ces politiques. Mais dans ce cas-là, on voit qu'elle l'a fait en passant par le gouvernement d'un pays étranger, qui a choisi de reprendre à son compte les arguments de Nestlé et d'intervenir en sa faveur. Alors dans cette vidéo, elle parle très clairement de tentatives de l'industrie de bloquer certaines politiques de santé publique et elle évoque très précisément le cas de Nestlé. Ça s'est passé comment exactement cette enquête ? Bon, d'abord, le Mexique, il faut savoir que le Mexique, c'est un pays qui a un énorme problème d'obésité. C'est 3/4 des adultes qui sont en surpoids ou obèses. C'est un des pays les plus obèses au monde, entre guillemets. C'est 1/3, près de 40% des enfants qui sont soit en surpoids, soit obèses. À peu près la moitié des morts chaque année sont liées à des maladies qui sont liées à la mauvaise alimentation. C'est vraiment un gros problème auquel fait face le pays au point où le gouvernement a déclaré une urgence épidémiologique nationale en 2016 en lien avec le diabète. Moi-même, j'étais au Mexique l'année passée et puis ça saute aux yeux quand on se balade dans les rues. Il y a une surabondance de produits ultra transformés industriels de type snacks, soda, produits en tout genre, de ce genre-là, et à bas prix.
vraiment pas du tout cher, au point où, par exemple, la bouteille de 3 litres de Coca-Cola, elle coûte moins cher que l'eau. Donc il y a des enjeux socio-économiques aussi, j'imagine que c'est pas toutes les classes qui peuvent s'offrir les produits les plus sains. Exactement. Il y a une surabondance de produits qui sont mauvais pour la santé, ultra transformés, très riches en sucre, en sel, en matières grasses, en calories, à bas prix. C'est beaucoup lié suite à l'accord de libre-échange qu'il y a eu en 1994 avec les États-Unis. Où suite à ça, le pays a été inondé de ces produits ultra transformés, et puis on assiste depuis ce moment-là à une explosion des problèmes d'obésité dans le pays. Donc je disais, la moitié des morts chaque année est due à la mauvaise alimentation. C'est principalement lié au diabète et à l'hypertension. Ok, hyper intéressant. Donc, si j'ai bien compris, les politiques là-bas ont essayé de prendre le problème à bras-le-corps, c'est ça? Alors c'est récent. C'est récent parce que pendant longtemps, le pays il a été gouverné par des présidents qui étaient très proches de l'industrie alimentaire. C'était le cas notamment sous Vicente Fox, qui a gouverné le pays pendant 6 ans, qui était un ancien de Coca-Cola, et puis un ancien dirigeant de Coca-Cola au Mexique. Et puis donc lui, c'était le président du Mexique à l'époque. Exactement. Okay. Et il était avant chez Coca-Cola, le directeur général de Coca-Cola au Mexique. Et sous l'ancien gouvernement, le secrétaire à la santé était aussi un ancien de Coca-Cola. Donc il y a vraiment une connivence entre gouvernement et, j'ai mentionné Coca-Cola, mais industrie alimentaire en général. Maintenant, depuis quelques années, et l'arrivée au pouvoir d'un nouveau gouvernement qui s'est fait élire sur une plateforme anticorruption et puis de défense de séparation entre les intérêts économiques et politiques, il y a eu des nouvelles tentatives pour effectivement venir à bout de ce fléau de l'obésité, notamment cette loi sur l'étiquetage qui visait, donc le projet de loi déposé en 2019. Et puis, l'objectif, c'était informer de manière claire et transparente les consommateurs sur le contenu des produits. Et puis surtout, permettre aux consommateurs d'identifier avec un coup d'œil les produits qui contiennent trop de sucre, trop de sel, trop de graisse ou trop de calories et qu'il faut, a priori, éviter. Alors pour décrire un peu l'image qu'on a en studio, parce que ça exemplifie ce que tu décris à l'instant, ça a l'air d'être une campagne qui est portée dans la rue, où il y a effectivement 4 gros logos noirs très visibles qui disent quand les produits sont très élevés en sucre, en graisse saturée, en sodium et en calories, si je traduis avec le peu de base d'espagnol qui me reste encore. Donc ça... c'est les nouvelles propositions politiques qui sont faites au Mexique, un pays qui a été très longtemps dominé quand même par les multinationales de l'agroalimentaire. Mais toi, du coup, en quoi a consisté ton enquête là-bas? Bon, nous, on s'est intéressé au Mexique avant tout parce que c'est le 5e marché pour Nestlé. C'est quand même là où il fait une bonne partie de son profit. C'est le premier marché dans la région Amérique latine, Amérique centrale. Et puis, on s'est intéressé aux pratiques de Nestlé dans ce pays. Ça représente combien de chiffre d'affaires? C'est à peu près 3 milliards. 3 milliards 3 milliards par an. 3 milliards par an, rien qu'au Mexique. Donc, c'est des gros sous. Nous, on s'est intéressé au début au Mexique, voilà, pour cette raison-là. On a cherché un peu à connaître de plus près les pratiques de Nestlé. Et puis, on s'est intéressé à ce système d'étiquetage qui était mis en place par le Mexique sur recommandation de l'OMS, donc de l'antenne régionale de l'OMS, pour faire face à ces problèmes d'obésité. Et en s'intéressant à cela, quand on s'est plongé un petit peu dans ces affaires-là, on est tombé sur en fait tout ce lobbying réalisé par Nestlé contre l'introduction de ce système d'étiquetage. Et en parallèle... Qui est un des plus sévères, j'imagine. C'est un système d'étiquetage assez sévère, dans le sens où il est très visible. Ouais. Très visible. Et c'est l'objectif, c'est que les consommateurs puissent en un coup d'œil identifier les produits qui sont en excès de sucre, de sel, de calories ou de sodium. Okay. Et c'est aussi un système d'étiquetage qui a une dimension sur la publicité. Donc, en fait, les produits qui sont catégorisés comme en excès de sucre ou de ces autres nutriments problématiques ne peuvent pas faire l'objet d'une publicité ciblée sur les enfants. Et du coup, Nestlé voit ce nouveau système d'étiquetage montrer son nez. Et que fait Nestlé, du coup, c'est là qu'on voit, voilà, c'est là qu'on voit bien la contradiction entre les slogans et puis les pratiques. Parce que dans les slogans, Nestlé se déclare en faveur de la transparence, de l'information des consommateurs et de leur bien-être. Dans la pratique, dès le moment où le gouvernement mexicain publie sa proposition de loi sur l'étiquetage, c'est-à-dire en novembre 2019, Nestlé, Mexique, se met en branle. Alors, c'est-à-dire, il commence à agir à tous les niveaux. Sur place, on a vu que
Nestlé est un des acteurs les plus, voilà, qui menait, si vous voulez, la bataille contre ce système d'étiquetage en envoyant des lettres au gouvernement, en participant aux consultations publiques. Ils ont aussi envoyé une lettre à tous leurs fournisseurs au Mexique pour leur demander d'intervenir contre la loi avec des menaces déguisées à l'emploi, donc de type défendez nos intérêts, sinon en fait votre subsistance, entre guillemets, vos rentrées d'argent, votre bien-être économique dépend de nous. Donc si Nestlé essaie de faire une espèce de coalition économique de l'industrie pour contrer ces politiques. Donc ils sont effectivement mis en branle avec le reste de l'industrie sur place au Mexique. Ils ont activé tous leurs fournisseurs sur place, très forte pression sur le gouvernement mexicain. Et en parallèle, nous, ce qu'on a découvert, c'est que la Suisse aussi, droit derrière, en décembre, a commencé à s'activer. Donc le gouvernement suisse, les autorités helvétiques ont commencé par envoyer une lettre au gouvernement mexicain pour protester contre ce nouveau système d'étiquetage. Et ensuite, dès le début de l'année 2020, ils ont déposé carrément une plainte à l'OMC avec un autre groupe de pays, à l'Organisation mondiale du commerce à Genève, en disant que ce nouveau système était beaucoup trop néfaste pour le commerce. Et puis après, on a découvert toute une série d'interventions, de déclarations de la Suisse à l'OMC toujours, courant 2020. Puis on s'est dit, mais c'était suspect quand même. Alors si j'ai bien compris, en lisant votre enquête, vous vous êtes plutôt concentré sur le lobbying exercé par Nestlé en Suisse. Quel est-il exactement? Quelles ont été les méthodes mises en œuvre? Quelle a été votre méthodologie pendant l'enquête? C'est ça, donc on s'est intéressé au lobbying de Nestlé. Au Mexique, on a vu ces interventions relativement classiques, finalement. Et puis, on attend que Nestlé défende ses intérêts. On a été très peu surpris. On a été beaucoup plus surpris de voir que la Suisse officielle est intervenue auprès du gouvernement mexicain contre ce système d'étiquetage. Et on a cherché à savoir pourquoi et au nom de quoi. Et on a donc retracé toutes ces interventions de la Suisse à l'OMC, épluché les documents. Et on a obtenu aussi toute une série de documents qui montrent en fait que la Suisse est intervenue au nom de Nestlé, en fait, sur demande de Nestlé auprès des autorités mexicaines. Quels documents exactement? Alors, c'est des documents qui ont été obtenus initialement par Temps Présent, magazine d'enquête, dans une enquête liée au système d'étiquetage aussi, que nous avons pu éplucher, auxquels nous avons eu accès et que nous avons pu éplucher. C'est principalement des échanges d'emails entre Nestlé et le SECO, donc le secrétariat d'économie suisse, qui retrace en fait la chronologie. Et on s'est plongé là-dedans. Alors c'est assez croustillant. Et puis au niveau chronologique, on comprend tout de suite mieux ce qui s'est passé. Donc c'est vraiment octobre-novembre, le gouvernement mexicain publie cette loi. Nestlé s'active au Mexique pour tenter de bloquer cette loi. Et puis quand il voit que ça marche pas, il se tourne vers les autorités helvétiques. Et là, on a le premier mail. Je voulais juste vous le lire parce que c'est assez avec plaisir illustratif. Alors, on a un premier mail qui arrive au SECO mi-novembre de la part de Nestlé et puis qui dit « C'était un grand plaisir de vous revoir la semaine dernière à Vevey. Comme convenu, vous trouverez ci-joint un résumé et les messages clés concernant les 2 problèmes urgents auxquels nous sommes confrontés au Mexique. Donc, un des 2 problèmes, c'était la question du plastique et l'autre problème, c'était ce système d'étiquetage. Et 17 minutes plus tard, on a la réponse du SECO qui tombe. Et donc, je vous la lis aussi. Merci beaucoup pour votre message. Nous réfléchirons et envisageons d'intervenir la semaine prochaine. Puis-je vous demander à qui l'intervention doit être adressée au Mexique, puisque vous avez suivi ces évolutions de plus près que nous. Et le message continue et dit « Avant d'intervenir, nous vous recontacterons pour vous indiquer à qui nous nous adresserons au Mexique et ce que nous leur dirons. » Donc dans le message, c'est incroyable. Ça montre une proximité entre Nestlé et SECO qui est assez incroyable. Dans le mail original de Nestlé, on a un mémorandum qui est du coup en pièce jointe du mail en direction du SECO où Nestlé liste ses principales préoccupations par rapport au système d'étiquetage mexicain. Et puis 2 semaines après, il y a une lettre qui part du SECO en direction des autorités mexicaines qui reprend
80% des arguments avancés par Nestlé. Un copier-coller, vraiment des arguments avancés par Nestlé, c'est-à-dire principalement deux choses. Les préoccupations de Nestlé sur ce système d'étiquetage, c'est ils jugent excessif, ils jugent que ces tampons qui disent excès de sucre, excès, etc., que ils sont pas compatibles avec le droit international, et deux, que ça va générer des peurs qui sont pas nécessaires auprès des consommateurs, qui vont en fait prendre peur et croire que ces produits doivent être évités. Ouais. Et puis deuxième aspect, ils critiquent les limites qui ont été établies en fait pour déterminer quand un produit contient trop de sucre, trop de sel, trop de calories. Et Nestlé dit ces limites, elles reposent sur aucune base scientifique. D'accord, donc ça, c'est les deux angles d'attaque que la Suisse officielle utilise pour... Reprend, exactement. Okay. Donc c'est Nestlé, noir sur blanc dans son document, c'est repris tel quel dans la lettre de la Suisse au Mexique, et puis après dans les interventions à l'OMC. Ok, mais j'imagine que l'une des missions du SECO, c'est quand même de défendre aussi les intérêts des entreprises suisses. Nestlé en étant une et pas des moindres. Est-ce que c'est pas un peu son travail également de faire la promotion des intérêts économiques suisses? On est effectivement là, au cœur du problème, je pense. C'est-à-dire qu'il y a une double casquette du SECO, et puis qui crée problème, qui pose problème. D'une part, effectivement, le SECO est chargé de la défense et de la promotion des intérêts économiques et de la promotion de la place économique suisse. Mais d'autre part, le SECO est aussi chargé de représenter la Suisse au sein des organisations multilatérales comme l'OMC, et puis de mettre en œuvre en fait la politique économique internationale de la Suisse. Et puis du coup, quand il représente la Suisse à l'OMC, par exemple, ou quand il représente la Suisse auprès d'autres gouvernements sur des thèmes de politique économique extérieure, le SECO, très clairement, peine à sortir de son rôle de défense des intérêts économiques. Il se comporte en fait comme le lobby des multinationales suisses. Ok, c'est cette double casquette qui pose vraiment le cadre du problème. Il y a d'autres pays aussi qui sont concernés par ces tentatives de lobbying? Alors c'est ce qu'on s'est rendu compte finalement en creusant un petit peu. Le cas du Mexique, il est loin d'être isolé. Et en fait, le SECO est intervenu à de nombreuses reprises et régulièrement durant les 10 dernières années contre l'adoption de systèmes d'étiquetage similaires dans d'autres pays de la région. On a vu le cas du Chili, par exemple, où là, de nouveau, on a une demande de Nestlé qui tombe chez le SECO, et le SECO intervient dans les mails, également. À nouveau, ça se retrouve dans les mêmes documents. On a ça dans les messages, et puis le SECO est intervenu aussi dans le cas du Pérou, et de l'Équateur notamment, et d'autres pays qui tentaient de mettre en place des systèmes d'étiquetage qui visent en fait à une plus grande transparence et à informer les consommateurs. Donc c'est loin d'être un cas isolé. Et c'est souvent lié aux intérêts de Nestlé. Dans le cas du Mexique, on a vu que c'était quand même une question à 1 milliard pour Nestlé qui se posait, parce que ce système d'étiquetage, il allait, en gros, ces étiquettes, elles allaient s'apposer sur à peu près un tiers des produits Nestlé vendus dans le pays. À peu près. Donc 3 milliards de chiffre d'affaires au Mexique, mais 1 milliard serait concerné par ces étiquettes noires bien visibles. Exactement. Et du coup, ça explique quand même pourquoi Nestlé s'est autant activé au point de demander l'intervention de la Suisse. Cette enquête, elle a fait beaucoup de bruit dans la presse suisse, allemande, française, même au Mexique même. Il y a eu d'autres retombées, par exemple, et c'est notable quand même, c'est assez incroyable. Début juillet, il y a eu le président du Mexique lui-même, Andrés Manuel López Obrador. Lui-même, il a été interpellé sur la question par une journaliste. Je te propose qu'on écoute sa réponse. L'entreprise défend ses produits et ses intérêts économiques. Et le gouvernement doit défendre l'entreprise, mais il doit aussi assurer que les consommateurs ne soient pas affectés, que la santé ne soit pas affectée. C'est pour ça que la démocratie est bonne, ainsi que la séparation entre le pouvoir économique et le pouvoir politique. Parce qu'avant, c'était le pouvoir économique qui dominait. Alors je trouve assez fascinant cet extrait. Il parle très clairement de séparation du pouvoir politique du pouvoir économique, parce que avant le pouvoir économique avait trop d'ampleur, d'après ses mots. Tu penses que c'est le reflet d'un changement de paradigme dans les politiques de santé publique au Mexique en tout cas? Au Mexique, très clairement, c'est un gouvernement qui s'est effectivement fait élire sur une plateforme de lutte anticorruption et de séparation des pouvoirs économiques et politiques. Et puis, ça se voit très clairement dans le changement d'attitude du gouvernement mexicain sur cette question-là de l'étiquetage nutritionnel, en tout cas, avec des responsables au sein du ministre de la Santé qui sont très clairs et qui ont tenu bon. Et puis ça, c'est la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que malgré toutes les pressions exercées par Nestlé, le reste de l'industrie agroalimentaire, la Suisse et d'autres pays,
le gouvernement mexicain a promulgué cette loi, a tenu bon, et puis cette loi, elle est maintenant en vigueur. Et quand on se balade dans les supermarchés mexicains, tous ces produits qui sont mauvais pour la santé ont un tampon d'avertissement. Et on voit déjà d'ailleurs les premiers effets qui se font sentir avec une décroissance de la consommation de ces produits. Ça a été mis en œuvre l'année passée, très récemment j'imagine. Octobre 2020. Ok, et on voit déjà les résultats? Les premiers résultats sont disponibles avec une baisse de la consommation modeste pour le moment, mais surtout aussi un impact sur la publicité en direction des enfants, comme je le disais, parce que tous ces produits, du coup, que ce soit des bonbons, sucreries, glaces, soda, mais aussi des céréales beaucoup trop sucrées, ne peuvent plus, on peut plus en fait avoir un marketing qui est dirigé sur les enfants. Donc par exemple, concrètement, le Nesquik, vendu par Nestlé au Mexique, ils ont dû retirer le petit lapin sur l'emballage parce que le Nesquik est considéré comme trop sucré selon la loi mexicaine. C'est en effet assez emblématique parce qu'on voit mal le Nesquik se séparer de son emblème, de sa mascotte. Alors on l'a dit, Nestlé ne voyait pas d'un très bon œil ce système d'étiquetage arrivé au Mexique. Il y en a un autre duquel on est plus familier, en tout cas ici en Suisse, c'est le Nutri-Score. Ici en studio, on a différents produits et on compare les deux systèmes d'étiquetage les uns à côté des autres. Donc on a le Nutri-Score qui va de A à E et on a ce fameux système d'étiquetage mexicain dans lequel on met juste en valeur les excès de certains nutriments. Est-ce que ça fonctionne de manière très différente, ces deux systèmes? Oui, alors c'est deux systèmes qui sont très différents. Effectivement, le système mexicain, entre guillemets, basé sur ces logos d'avertissement, c'est le système qui est maintenant mis en œuvre, en fait, dans toute l'Amérique latine, même l'Amérique centrale et même au Canada, qui est basé sur, voilà, on identifie très clairement les produits qui sont en excès avec des composants comme le sucre qui posent problème. Le système Nutri-Score, il est un peu différent dans le sens où il attribue une note globale aux produits et il prend en compte non seulement les aspects négatifs, comme le système mexicain ou latino-américain, mais aussi les aspects positifs, des aspects positifs comme par exemple la présence de fibres ou de fruits dans le produit. Et c'est ce qui donne effectivement ces différences où en fait on a des produits qui sont très mal notés tant dans le Nutri-Score que sous le système latino-américain, par exemple, voilà, les Smarties, qui sont effectivement en excès de tout, entre guillemets, et qui ont un Nutri-Score rouge. Par contre, on a aussi l'inverse, c'est-à-dire des produits qui sont très mal notés dans le système mexicain, mais qui reçoivent un Nutri-Score positif parce que, à nouveau, le Nutri-Score prend aussi en compte les aspects positifs, en fait, que contient le produit. Et Nestlé cherche à promouvoir ce Nutri-Score? Alors, Nestlé, initialement, était très opposé au Nutri-Score. Ils étaient, par principe, entre guillemets, opposés à tout système d'étiquetage alimentaire qui soit clair et compréhensible pour les consommateurs. Et puis quand ils ont senti le vent tourner, et puis qu'effectivement le Nutri-Score gagnait des soutiens en Europe, ils se sont rangés derrière et le soutiennent maintenant, effectivement, sont derrière et soutiennent son adoption en tant que mécanisme obligatoire au niveau européen. Ils voient que la bataille est perdue d'avance, du coup ils préfèrent se donner une bonne image plutôt que d'avoir à se battre contre quelque chose qui s'imposera de toute façon. Tout à fait, et puis pour eux sans doute que ce système offre plus de flexibilité que le système mexicain. Et que sous le système mexicain, ils sont obligés, enfin latino-américains entre guillemets, ils sont obligés de réduire la teneur en sucre, en sel de leurs produits, alors qu'avec le Nutri-Score, ils peuvent jouer en fait sur réduire un petit peu le sucre, mais en parallèle augmenter les fibres, augmenter les fruits et puis obtenir un Nutri-Score positif. Donc on a beaucoup parlé de santé publique au Mexique. Comment ça se passe exactement en Suisse? Est-ce que Nestlé essaie aussi d'influencer les politiques de santé? Bon, au niveau politique de santé publique, alimentation, on n'est pas en avance en Suisse, ça c'est clair. On est au début des discussions sur le Nutri-Score. On n'a pas de taxe, par exemple, sur le sucre dans les sodas. Très peu de transparence sur le contenu des produits. Comment expliquer un petit peu ce retard au niveau suisse et européen? Sans doute, bien sûr, que c'est lié à l'influence, au pouvoir de Nestlé en Suisse, qui a un réseau extrêmement important. Après, il faut aussi voir que le problème est sans doute moins aigu que dans des pays comme le Mexique ou les États-Unis, par exemple, où 3/4 des gens sont en surpoids, obèses. On n'est pas dans la même situation en Suisse ou en Europe. Donc dans ce podcast, on a brossé le tableau au Mexique, on a vu un peu ce qui se passait aussi en Suisse, mais dans le fond, pour que enfin tu puisses prendre une retraite bien méritée, te reposer, arrêter toutes ces enquêtes, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça change? Au niveau de la politique suisse, il faudrait que les autorités helvétiques prennent la mesure du problème auquel font face ces pays, qui sont en urgence absolue, qui prennent des mesures de santé publique pour protéger leur population. Il faut que la Suisse cesse d'intervenir auprès de ces pays contre ces mesures.
et de se prêter au jeu des multinationales helvétiques. Et au niveau de Nestlé, on attend de Nestlé des engagements qui sont à la mesure de ces beaux slogans et qui sont surtout à la mesure des enjeux de santé publique qui sont liés à l'alimentation aujourd'hui. On attend beaucoup plus de transparence au niveau des consommateurs et puis on attend que cette entreprise cesse son lobbying extrêmement agressif contre ces mesures de santé publique. On espère que ce message sera entendu. Merci beaucoup Laurent d'être venu. Avec plaisir. Et merci à vous pour votre écoute. Si vous voulez en savoir plus, l'enquête est en description de cet épisode. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube ou sur la plateforme audio de votre choix pour la suite des épisodes. Vous pouvez aussi nous faire un commentaire, ça nous ferait plaisir. C'était Mon œil, le podcast qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne leur regard. À bientôt pour le prochain épisode. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.